Voilà, merci Jérôme, et merci de m'accueillir à Grenoble. Pour parler effectivement, le point de départ effectivement de cet article que j'avais publié il y a 3 ans aux études phénoménologiques, qui était un peu une sorte de rencontre entre ce que je fais dans mes travaux dédiés à la philosophie de l'hospitalité, qui était une sorte de série de commentaires de philosophes qui s'étaient penchés sur la question de l'hospitalité. Donc je m'étais intéressé j'étais parti de Kant, Saïla Benhabib, Jacques Derrida, Guillaume Leblanc et Bernard Waldenfels, qui est toujours là en arrière-fond, parce que j'avais fait mon master de philosophie sur l'œuvre de Bernard Waldenfels, pas très connu en France, mais qui gagne à être connu. On avait organisé un colloque d'ailleurs en novembre avec Nathalie Deprat sur son œuvre, qui donnera lieu à un numéro de Alter l'année prochaine, le temps d'écrire les textes. Donc voilà, et j'avais mélangé un peu dans cet article ces constatations sur l'hospitalité des philosophes avec une partie de mon terrain d'enquête sociologique qui portait sur l'accompagnement social, en fait, les relations des bénévoles et des travailleurs sociaux avec les migrants. Et le point de départ, c'était de se dire, la plupart des collègues se concentrent sur ce qui se passe quand ça se passe mal, c'est-à-dire que presque tout le temps ça se passe mal, il y a beaucoup de difficultés, c'est un quotidien très compliqué. La plupart des collègues, et moi y compris, c'est-à-dire que la plupart de mes travaux, j'ai des articles qui s'appellent par exemple « Un temps difficile à encaisser », composé avec une intimité déniée, des choses qui ne sont pas très joyeuses, quoi. Et donc là, dans cet article, l'idée c'est de partir de situations où ça se passe bien pour forger une sorte d'éthique de l'attention, avec l'idée que l'éthique de l'attention serait un mode d'hospitalité particulier. Donc là, ce que je vais faire, c'est un peu retracer ce parcours, et puis à la fin, essayer de le prolonger vers l'idée du voisinage, pour voir ce que serait cette idée de voisinage. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, et donc j'ai saisi l'occasion pour commencer à le faire. Donc je vais vous raconter au début, retracer un peu mes travaux depuis quelques années, et puis après essayer de donner une nouvelle impulsion sur la fin. Donc quel point de départ, quelle politique de l'étranger? L'idée, c'est aussi de s'opposer à des politiques de l'étranger qui seraient trop demandeuses. Alors le point de départ, c'est toujours le monde de la vie des exilés, trop demandeuses aux exilés. Trop demandeuses en énergie, qui ne pensent pas le besoin de repos, qui ne pensent pas la fatigue. Et là, je m'étais notamment affronté à l'œuvre très importante du regretté Étienne Tassin, qui m'a beaucoup inspiré, en fait, dont j'apprécie beaucoup le travail, et notamment aussi l'aller vers les sciences sociales qu'il a mené tout au long de sa carrière, et notamment dans les dernières années, où il était aussi beaucoup allé à Calais, et où il préparait un livre très intéressant qui malheureusement a été interrompu par sa mort brutale. Mais enfin, du coup, le point de départ, c'est Tassin, et Tassin que je vais quand même critiquer. En fait, mon hommage est un hommage critique, c'est quand même un hommage. Donc, je vais retracer ici rapidement ce qui me paraît poser souci chez Tassin. Donc, Tassin, lui, il essaye de poser une cosmopolitique de l'étranger qui se pense à partir d'une phénoménologie de l'agir politique. Donc, son but, c'est de rendre visible l'agir politique des migrants. Son idée, c'est quoi? Le monde devient commun par l'action politique. Et je cite Tassin, cette action politique qui donne naissance à une communauté d'acteurs, mais cette communauté ne préexiste pas sous cette forme. Ça, c'est une communauté toujours en train de s'inventer, etc. Un truc qui est très arendtien chez Tassin. Tout l'enjeu, alors, de faire ressortir, dit-il, l'agir ensemble des migrants et de le valoriser. Et il dit, le valoriser, c'est lui qui le dit. C'est ce qu'il explique dans un entretien avec l'anthropologue Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski. Il dit ce que voit Tassin, qu'il s'agit donc de valoriser, c'est par exemple le fait qu'à Calais, il n'y a non une jungle, mais une ville, une organisation, des institutions
une vie collective quasi autogérée, des services publics, des échanges non seulement économiques mais politiques et culturels, présence d'une bibliothèque, d'écoles, de plusieurs centres d'art, de diverses institutions où se rencontrer, de discothèques même, qui sont comme autant de signes de sociabilité développée, organisée, cultivée, qui ne s'en tient pas au partage hérité, mais se dote d'infrastructures comme détachées des besoins primaires aux appartenances et aux identifications communautaires. Donc voilà. Et quel est l'intérêt pour Tassin de ces lieux? C'est qui rendent possible la visibilité. Visibilité qu'il conçoit comme accès, c'est lui qui dit, accès à la scène d'exposition, d'apparition. Et donc c'est pour cette raison que Tassin insiste sur l'existence de ces institutions. Sur cette scène d'institution, pour Tassin, finalement, le monde est clos, car un espace public apparaît à travers des multiples subjectivations de sujets qui se changent les uns les autres. Et comment il se change? Par la production d'un écart à soi, d'une sortie hors de soi, d'une désidentification. Donc en fait, il fait tout un tas de développements sur les désidentifications, c'est dur à dire, productrices, du mal, de la frontière. Donc c'est en allant à Calais, il a fait pas mal de visites à Calais, il voit cette zone frontière, et voilà, s'agir de valoriser ça, c'est aussi prendre position en tant que philosophe dans un espace médiatique saturé, enfin il le dit clairement, c'est saturé par les images de Calais que tout le monde connaît, un peu misérable, etc. Prendre position sur montrer qu'il y a un monde commun qui est clos, etc. Cette idée est plutôt séduisante aussi théoriquement, parce que nous sommes loin de représentation d'un sujet fort qui se présenterait comme autonome, comme maître de toutes ses actions, ce qui est parfois le problème de l'extrême inverse de certaines conceptions qui veulent valoriser les actions des personnes vulnérables, etc. Et on a l'impression que c'est des personnes qui font des tactiques tout le jour, etc., qui sont incroyables. Bon, ben là, on n'est pas dans ce cas, donc on ne peut pas reprocher ça à Tassin. On n'est pas non plus dans le cadre d'un espace préexistant, parce que l'idée de l'éclosion du monde, finalement, le monde éclos par la rencontre entre sujets qui se subjectivent par cette désidentification à la frontière. Néanmoins, ce qui m'a posé problème à travers cette idée, c'est qu'elle me semblait très optimiste, malgré tout, au sens où elle présuppose une capacité à surmonter les épreuves sans tenir compte des situations. Les situations dans lesquelles sont placés, les exilés, et je cite Michel Vanny, philosophe suisse, dans ces situations. Donc, la menace ou le vertige né de l'absence d'ancrage ne peuvent plus être envisagés comme une nourriture ou une chance. L'idée, c'est que quand lui fait Vanny tout un tas de développements sur la productivité de la maladresse, de ne pas savoir exactement ce qui nous est adressé, comment on répond, etc. Ce qui est positif, parce que la maladresse est productive, crée du commun, etc. Sauf que pour que la maladresse puisse être productive, il faut en quelque sorte être solide sur ses appuis, de manière minimale. Quand on n'est pas du tout solide sur ses appuis, cette menace ou ce vertige né de l'absence d'ancrage, on ne peut pas du tout le considérer comme une nourriture, comme une chance. L'idée, c'est quoi, donc? Pour retrouver l'assurance intime de pouvoir qui précède la capacité à agir, les exilés ont besoin d'espaces intimes, de communautés qui peuvent les protéger, qui peuvent les porter pour ensuite agir en public. Et c'est là qu'on commence à voir apparaître une conceptualisation, je ne sais pas si elle serait concurrente, mais en tout cas qui pointerait autre chose, c'est cette importance du voisinage, où le voisinage, on a ces scènes publiques, entre les espaces habités, entre les espaces intimes, et dans le voisinage, les chez-soi, les lieux, les espaces intimes font aussi partie de ce voisinage. Un voisinage, c'est un endroit où on va et où on vient, on choisit aussi, il y a la dimension de choix qui est plus importante, et il y a le repos, ça permet aussi le repos. Donc l'agir de Tassin, finalement, ce
ce qui en ressort, c'est l'idée de se laisser changer par l'autre, se détourner de l'habitude, et c'est ce détournement de l'habitude dont il s'agit de décrire l'éclosion phénoménologiquement, une sorte d'estrangement qu'il est possible, mais malheureusement en fait qui n'est possible de manière productive que lorsqu'on peut encore s'identifier soi-même. La mise en avant d'un agir qui désidentifie pour resubjectiver suppose une identité encore affirmée à un niveau minimal et des formes d'action qui ne sont pas toujours possibles pour les exilés. Donc ce rapide rappel des thèses d'Étienne Tassin permet de soulever une chose importante que je lui reprends à sa suite, ne jamais présupposer un espace commun pour penser l'hospitalité. Un commun est toujours à alimenter, voilà, il se recrée par les réponses à chaque fois de donner de nouveau. Mais en réponse, contrairement à ce qu'avance Tassin, pourquoi il avance ça ? Parce que c'est son idée de valorisation de l'espace public. C'était déjà sa thèse, publiée en 99, je crois, un peu survalorisation de l'espace public contre un espace privé dont il faudrait toujours un peu se méfier parce qu'il y aurait des tentatives de repli. Voilà, ces réponses au commun ne sont pas nécessairement publiques. Une communauté a parfois besoin de temps et d'espace privé pour émerger. Et là, dans ce cas particulier des exilés, notamment sur les zones frontières, envisager un espace public qui se crée par l'agir public est trop demandeur pour les exilés et ça les met face à de trop nombreuses épreuves en termes d'action et de visibilité. Sans réponse ou avec si peu de réponses, difficile d'envisager un agir public. Donc pour penser un mode d'hospitalité attentif aux réponses, il faut mettre en avant ce qui donne la possibilité de relancer la capacité responsive, c'est-à-dire aussi bien ce qui se joue directement dans la relation que ce que la relation permet en termes d'aménagement des lieux, en termes de possibilité d'habiter, de se sentir chez soi, bref, tout ce qui peut permettre de se sentir digne et légitime pour contribuer à ce commun de la communauté. Et c'est là que il y a aussi en arrière-fond toute cette littérature des philosophes pragmatistes qui mettent en avant l'importance de l'environnement, des transactions avec l'environnement, en disant il n'y a pas un environnement préexistant sur lequel s'établissent des relations sociales, etc. Tout est toujours transaction renouvelée entre un organisme et son milieu, et c'est ça qui fait l'expérience. C'est la transaction qui n'est pas seulement la transaction avec d'autres personnes dans un agir public, mais qui est aussi somme de tout petits gestes d'habituation qui sont toutes ces routines qu'on met en place pour se sentir capable, en fait. Parce que le problème de Tassin, finalement, c'est que, pour citer Stavaux de Bauge, il utilise une polysémie déréglée qui ne tient pas compte d'autres usages possibles du terme de communauté et qui fait de la participation publique une sorte d'obligation d'un devenir citoyen du monde. Dans l'entretien que j'ai cité pour commencer, Marie-Caroline Saglio-Jadzimirski, qui est à la fois anthropologue et psychologue, dit d'ailleurs à Étienne Tassin: ce n'est pas nécessairement ce que tu dis, Étienne, n'est pas nécessairement ce que ferait ressortir l'anthropologue ou le psychologue de son expérience des exilés à Calais. Et là, on est d'accord, et là, Tassin n'est pas en désaccord, parce que c'est le projet qui est différent, de valorisation. Mais en fait, l'anthropologue insisterait peut-être davantage sur la nécessaire constitution d'un milieu d'hospitalité, lequel n'éclot pas directement partageable par tous, mais doit être partagé à partir de micro-gestes. Pour le dire en citant de nouveau Johann Stavaux de Bauge, penser la frontière comme un laboratoire de la cosmopolitique, un espace public directement partageable naturellement de par sa nature politique, revient à dissiper trop rapidement la question de l'hospitalité et à l'appréhender trop haut, en l'élevant immédiatement au niveau politico-légal, sans s'inquiéter des autres niveaux de l'agir où se jouent d'autres régimes d'engagement de la personne. Et donc ces régimes d'engagement, notamment proximaux.
voilà, en fait, le problème le problème, c'est que on a affaire presque à une subjectivation de la forme jungle et de sa productivité chez Étienne Tassin, hein, qui devient presque une figure autonome, et ça se fait au détriment d'une phénoménologie fine des relations des uns avec les autres et des relations avec des transactions avec l'environnement. Et à mon avis, c'est avec l'idée de voisinage qu'on peut sortir de ça, parce que le voisinage comprend à la fois un espace topographique qui est davantage mis en valeur, des relations sociales qui ne se passent pas toujours bien. Le voisinage, c'est pas irénique. J'en veux pour preuve que 95% de la littérature sociologique consacrée au voisinage est consacrée aux troubles ou aux conflits de voisinage. C'est pas complètement pour rien, même si c'est beaucoup plus le cas en France d'ailleurs que dans la littérature en anglais. Non, mais bon, en France, on est pessimiste sur le voisinage. Mais donc voilà. Du coup, je reprends à mon compte la proposition de Bernard Waldenfels, qui n'est jamais très loin quand je parle, de faire une phénoménologie du voisinage. Donc il s'agit de décrire la manière dont les relations se nouent au sein de ce voisinage, et aussi, vous commencez à le comprendre, de prêter attention aux formes de répit qu'offre le voisinage. Pourquoi ? Notamment par la connaissance familière des lieux qu'il procure. Dans le voisinage, on a une certaine somme d'habitudes qui est pas seulement l'intérieur du chez-soi, mais qui aussi, on sait de quel côté on sort, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, et il y a une sorte d'aise. Et ça c'est Laurent Thévenot. En fait, quel est le bien dans le régime du proche ? C'est l'aise. Et c'est pas l'autonomie, c'est pas etc., c'est l'aise. Et c'est le bien à rechercher dans ce régime du proche. Donc du coup, face à cette proposition de Tassin, je lui réponds quoi ? Je dis il faut être davantage phénoménologue, en fait, davantage prendre en compte le monde, mais ne pas faire du monde de la frontière un sujet en train d'éclore. Prendre en compte le monde, c'est décrire des modes d'engagement plus discrets qui contribuent aux possibilités d'une relance responsive sans nécessairement apparaître sur une scène de visibilité. Voilà. Donc, avant d'arriver au voisinage, je suis passé par une éthique de l'attention. Face à ça, donc, ce qui est important de souligner aussi sur le voisinage, c'est que c'est pas le lieu de l'État, ou en tout cas pas seulement celui-ci, c'est pas le lieu d'une frontière tracée par l'État. Le voisinage, finalement, permet l'émergence d'un universel au pluriel, une sorte d'universel latéral, à la Merleau-Ponty. Waldenfels dit le voisinage, c'est un concept de lieu d'un genre particulier. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un concept de lieu qui met en avant la multiplicité de lieux de croisement, de lieux de rencontre. Donc c'est un lieu d'entrecroisement, rendu possible à la fois par la proximité physique, j'en ai déjà parlé avec l'aise, etc., et par des figures tierces indispensables pour ouvrir ce commun. Donc Waldenfels parle de fabricateurs de voisinage, dans un langage un peu énigmatique de philosophe. Les fabricateurs de voisinage, on peut notamment, moi je les ai ressaisis sous les travailleurs sociaux et les bénévoles que j'étudiais, et lui, il parle aussi des interprètes, il a beaucoup travaillé sur l'étranger, donc il parle aussi beaucoup du rôle des interprètes, des avocats, des médecins, en fait, toutes ces figures tierces qui permettent aux personnes arrivantes de comprendre aussi ce que sont les institutions d'accueil, de pas être en prise directement dans un système, en fait, de repersonnaliser la relation. Et ça, de longue date, Waldenfels met en avant cette importance du tiers, etc. Et avec cette importance du tiers, là je cite Waldenfels, le voisinage permet d'accentuer des activités qui ne génèrent pas d'avenir par elles-mêmes, mais aident par le monde commun qu'elles créent à redonner un caractère intime au temps, à rester soi-même et à garder espoir.
Hein. Donc l'idée, c'est pas que, en tant que tel, c'est forcément génial de rencontrer des tiers, etc. C'est voilà, cette somme d'entrecroisements qui va permettre en fait la relance responsive, qui va permettre, quand on pense en même temps au repos que ça permet, etc., de faire une relance responsive, et ensuite, pourquoi pas, d'arriver à l'étape que décrit Tassin, de l'éclosion d'un monde, etc. Mais en fait, il manque, chez Tassin, à mon avis, une première étape, une phénoménologie à ras du sol. Bon, et il allait de plus en plus, en fait, à Calais avant sa mort, donc on se dit que peut-être en fait c'était aussi qu'une étape, que ça commençait par un projet de valorisation, donc je veux dire, je veux pas être trop critique aussi vu les circonstances, et on peut se dire qu'en fait c'est moins une critique qu'un complément, qu'un complément d'une phénoménologie plus discrète, moins centrée sur l'agir politique. Donc, créer un espace commun. Voilà. Voici tout l'enjeu de l'hospitalité. Pour que l'hospitalité ait réellement lieu, certes, il faut des fabricateurs de voisinage, mais on ne peut pas tout miser sur l'accueillant. En fait, le fabricateur de voisinage n'est pas seulement un accueillant. Il s'ancre dans des relations sociales avec tout un tas d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il n'est pas celui qui ouvre une porte. Hein, il n'est pas le patron, il n'est pas le maître des clés. Hein, pour reprendre des expressions que Derrida affectionne, hein, c'est pas le maître des clés. Le fabricateur de voisinage, c'est celui qui tente des choses, qui est maladroit. Hein. C'est celui qui est maladroit, mais qui, par les petites maladresses productives, petit à petit, arrive à fabriquer ce voisinage. Et donc, dans un contexte où le temps de l'attente est une expérience fondamentale, hein, toujours ce contexte de l'accueil des exilés en Europe, etc., insister, ce qu'il faut faire, c'est insister sur la nécessité de la durée de l'hospitalité. Et ça, c'est un geste politique fondamental, c'est-à-dire que l'ouverture ne suffit pas dans l'hospitalité. L'hospitalité a une durée. L'hospitalité ne se limite jamais à un événement fondateur, à une ouverture, mais l'hospitalité s'étend. Elle doit s'étendre où ? Elle doit s'étendre notamment dans un espace qui n'est pas seulement un espace commun, mais qui est un espace où l'on fait en commun. Et ça peut être des actions très comment dirais-je, très légères, pas forcément des actions publiques, des actions revendicatives, etc., mais déjà avoir droit à la fameuse inattention civile théorisée par Goffman, avoir droit à sortir, se regarder, et comme dit Isaac Joseph, se regarder en disant, voilà, je vous ai vu, je passe à autre chose, je sais que vous êtes là, votre présence ne m'importune pas. Bon, et évidemment, c'est ça que les exilés soulignent beaucoup aussi, c'est que ils n'ont pas le droit, en fait, à cette inattention civile. Quand je parlais avec les gens, par exemple, dans un centre dans la périphérie de Mannheim, en Allemagne, à 20 km, bon, voilà, les gens me disaient, non, mais ils nous ont logés là, sans black au même endroit, tu sors de ce bâtiment, t'es black. Voilà, déjà, à partir de ce moment-là, tout le monde sait que t'es un demandeur d'asile. T'es même pas un black parmi d'autres. Ça, c'est des paroles que les gens disent, quoi. Et donc voilà, ils peuvent même pas passer inaperçus. Bon. Et dans cette durée de l'hospitalité, il y a un temps où la question du commun doit se reposer avec un peu plus de force. On ne peut pas toujours se contenter de l'inattention civile, même si elle semble être quand même une sorte de préalable. Il semble toutefois qu'il faille avoir une conception très libérale de ce commun. Pourquoi ? Pour ce que je viens de dire. Une conception très libérale de ce commun, parce que la plupart des personnes n'aspirent qu'à se fondre dans la masse, qu'à passer inaperçu. Enfin, c'est d'ailleurs ce à quoi nous aspirons pour la plupart. On n'a pas tout le temps envie, dès qu'on se balade, de faire des grandes actions, etc. On va d'un point A à un point B, bon, voilà. Donc s'ils arrivent à se fondre dans la masse, à ne pas être repérés par leur allure, c'est déjà une forme de participation à la communauté, hein, qui peut suffire à l'hospitalité, vue sous une forme minimale.
que l'accueilli y mette du sien. À un moment donné, l'hospitalité ne peut pas être unilatérale. Il faut que l'accueilli y mette du sien. Mais que l'accueilli y mette du sien ne veut surtout pas dire qu'il faille attendre de lui une capacité de transformation du propre. Et là, en disant ça, je pense à nouveau à Derrida. Derrida attend vraiment que l'accueilli puisse transformer le propre, etc. Bon, là, je n'ai pas le temps de développer là-dessus. J'avais fait un article sur ce sujet, mais voilà, Derrida, à travers l'ouverture, il faut qu'il puisse changer l'expérience de l'accueillant, etc. Et en fait, du coup, c'est quand même en demander beaucoup à l'accueilli, finalement. Donc, qu'il y mette du sien, cela signifie qu'on doit réunir les conditions de possibilité d'une participation à ce commun, participer sans forcément donner ce qu'il a, parce qu'il n'a souvent pas grand-chose, l'accueilli, mais participer en ouvrant un espace commun à partir de ce qui ne lui appartient pas en propre. Je répète, participer en ouvrant un espace commun à partir de ce qui ne lui appartient pas en propre, et c'est l'attention. Je viens enfin à cette attention, parce que l'attention, c'est quoi ? C'est ce qui n'appartient en propre à personne. Mais pour permettre cette éthique de l'attention, même sous une forme minimale, et l'ouverture de commun qu'elle permet, il faut un temps préalable de clôture, de protection dans un espace topographique relativement restreint. C'est-à-dire que l'hospitalité, c'est pas seulement l'ouverture, c'est aussi la fermeture. Il y a une nécessaire fermeture dans l'hospitalité. Comme le concept d'ailleurs de ville accueillante, et ça en fait Derrida aussi l'effleure dans tous ces développements sur les villes accueillantes, dans Cosmopolitique de tous les pays, encore un effort. Il l'effleure seulement. En fait, les villes accueillantes, pourquoi elles sont accueillantes aussi ? Parce que elles ferment les portes de la ville à une personne a fui à un endroit. A fui d'un endroit, c'est pas seulement une ouverture, c'est aussi une fermeture de ce que la personne a fui. Il faut une nécessaire fermeture, alors qu'il n'est pas forcément une fermeture de porte, etc. Mais voilà. J'avance un petit peu parce que voilà, donc j'essaye de retomber sur le voisinage. Finalement, le concept de voisinage explicite bien les différentes dimensions de l'hospitalité. D'abord, l'ouverture, arriver, déménager, devenir un voisin, s'apercevoir, donc d'abord par la vue, prendre l'habitude de se voir, ensuite l'importance du lieu. Le voisinage ne flotte pas dans les airs. Ce sont les alentours dont il est question, les lieux qui forment une petite communauté de voisinage. Communauté de voisinage qui a aussi une ambiance. Et donc une ambiance qui prend sens par la vue, mais aussi par l'ouïe, aussi par l'odorat. Une ambiance qui se sent. Donc ce sont les alentours dont il est question, les lieux qui forment des petites communautés de voisinage, des communautés qui prennent des formes très, très variées, des communautés on peut fabriquer du commun dès lors qu'on est au moins deux. Pas besoin de penser une communauté à une échelle complètement formidable qui serait directement politique, etc. Tantôt quelques voisins très proches qui s'invitent, se réinvitent, jardinent, mangent ensemble, sortent ensemble, etc. Tantôt des formes beaucoup plus distantes, ce que j'ai dit il y a un instant, sous la forme d'une salutation polie devant l'ascenseur qui respecte les us et coutumes du voisinage en ville, par exemple. Dans tous les cas, en tout cas, un lieu est présent. Un lieu, même si en fait l'éthique de l'attention, c'est ce que j'avais dit dans cet article de 2022 dont je vous parlais tout à l'heure, j'avais dit l'éthique de l'attention laisse finalement pas tant de place au lieu, et c'est une bonne chose, parce qu'en fait le lieu, c'est aussi le lieu d'accueil que fournit l'État, et donc en mettant l'accent sur le lieu, on est tout de suite dans l'ouverture de portes et dans le pouvoir, etc.
Donc j'avais dit, c'est une bonne chose finalement, cette éthique de l'attention qui se détourne un petit peu du lieu. Bon, certes, je suis toujours à peu près d'accord avec moi-même de ce que j'ai écrit il y a 3 ans, mais je préciserai quand même que j'ai été un petit peu enthousiaste. Hein, j'étais trop optimiste moi aussi. Si vous voulez une dose de pessimisme, appelez-moi. Hein, généralement, ça marche assez bien. Dès que j'ai des tentations d'optimisme, quelques mois après, je reviens dessus. Mais parce qu'en fait, il faut quand même bien un lieu dans le voisinage. Il y a un lieu quand même à offrir à l'étranger, à lui ouvrir. Et il faut faire en sorte qu'il devienne son lieu, qu'il s'y sente chez lui. Et cette étape prend du temps et a toutes les chances d'échouer. En fait, l'hospitalité, en général, ça échoue toujours au moins partiellement. Avec l'idée que je reprends à Johann Stavode-Bauge, que l'hospitalité n'est pas une vertu des personnes, mais une qualité des environnements. Donc l'hospitalité, c'est quelque chose que, en fait, tout un chacun, on passe notre vie, c'est un peu une caractéristique anthropologique, on passe notre vie à essayer de se forger des milieux d'hospitalité. Et on passe notre vie à échouer, en fait. Et tout en échouant, on arrive quand même à plus ou moins à avoir des lieux de repli qui nous permettent d'agir, etc. Mais l'histoire de l'hospitalité, c'est l'histoire d'échec. On passe notre vie. Et en fait, l'hospitalité, le point de départ, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça se passe bien. Et c'est plutôt à partir de transactions, d'abord aussi avec un environnement, avec des points d'habitude, avec des routines, qu'on peut espérer que ça se passe bien. Donc voilà, il y a un lieu à offrir à l'étranger, à lui offrir, et il faut faire en sorte qu'il devienne son lieu, ne plus seulement habiter chez, mais avec. Et cette étape prend du temps. Je parlais tout à l'heure de la nécessaire durée de l'hospitalité, comme prend du temps le nouage de relations entre voisins. C'est pas parce qu'on place être voisin, c'est très rapide. Vous arrivez là, vous êtes voisin. Voisiner prend du temps. Et ne se fait pas toujours, et souvent il y a des conflits de voisinage, etc. Parce qu'en retour, les voisins doivent aussi savoir rentrer chez eux quand nécessaire, savoir respecter les normes de vie commune. Je parlais tout à l'heure du jardinage, ne pas jardiner à des heures indignes, les problèmes de voisinage. Il y a toute une littérature qui revient beaucoup sur le problème des odeurs. Les odeurs de friture, les odeurs de barbecue, les odeurs de shit, toutes ces odeurs qui viennent du voisinage et qui nous envahissent. Bon, ces exemples paraissent très triviaux, mais ils sont importants. Pourquoi ? Pour que l'hospitalité se passe bien, pour que l'accueilli puisse respecter une sorte de contrat d'accueil implicite, pour qu'il puisse respecter des normes communes, il doit avoir un espace à lui où il puisse se replier et se faire oublier des autres. Son absence, l'absence d'un tel espace rend infiniment complexe la possibilité d'un voisinage sain. Pour que l'hospitalité soit effective, il faut que du commun puisse se créer, que l'étranger ne soit pas là comme un intrus, qui n'est pas alors un voisin, mais quelqu'un dont on ne sait que faire. Bref, dans le voisinage, le lieu, les bâtiments, les logements comptent autant que les relations, et les uns ne sont jamais totalement détachables des autres. Mais pour que l'espace de l'interaction s'ouvre, l'ordre de l'interaction, pour toujours reprendre ces idées de Goffman, en plus du lieu, des intermédiaires sont souvent nécessaires. Donc je l'ai déjà dit, maintenant je vais le redire de manière un peu plus précise. Je vais me contenter d'un exemple, un exemple que je donne, là je vous lis un extrait de cet article de 2022, avec un exemple de la nécessité de l'intermédiaire et de l'espace pour penser quand même cette éthique de l'attention. Donc je lis ce que j'avais écrit à l'époque. Le commun de l'attention peut avoir besoin d'un matériau réflecteur. C'est en particulier le cas d'une certaine forme de récit que j'évoque en donnant à voir une scène d'échange entre demandeurs d'asile et bénévoles. Donc, quelle est la situation ? Une association de soutien aux demandeurs d'asile organise une après-midi où les demandeurs exposent leur histoire et leur perception de l'hospitalité à Lille. Après avoir parlé, un demandeur que j'ai appelé Tidjani m'explique les choses suivantes. Donc je lis ce qu'il m'a écrit. Il me dit « Moi, j'ai écrit en quelque sorte 5 pages comme ça, et mon texte a été retenu comme le meilleur texte, et il m'a été demandé de le lire comme ça devant les gens, pour que les gens comprennent réellement l'expérience. Je suis dans des réseaux, du coup, justement. Ça, c'était vraiment génial, une expérience très très forte, beaucoup d'émotions. Et en plus, ça te recadre.
Donc là, il s'arrête un peu sur ce mot et je lui demande des précisions. Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, ça te recadre. Et il me dit, c'est-à-dire que vraiment, j'ai dû passer du temps à écrire ça, tu vois, repenser aux rencontres, repenser à toute la vie depuis l'arrivée ici en France. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir connu plein de monde comme ça, comme toi-même d'ailleurs. Je t'ai connu là-bas. Sans ça, je t'aurais pas rencontré et toutes les personnes là non plus. Voilà, vraiment, j'ai réfléchi à ça plusieurs temps et maintenant j'ai la vidéo du souvenir. Une bénévole me l'a envoyée sur WhatsApp. Les frères Black et les Français, je les connaissais presque tous. D'ailleurs, là maintenant, elle vient d'envoyer un message. On est là jusqu'à 17h30, venez nombreux. Tu vois, c'est ça qui est bien. Tu te retrouves, tu discutes, ça soulage énormément. Oui, vraiment. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut souligner ? L'aspect durable de l'attention. Voilà. On voit l'aspect durable comment cette durée, ce contact qui se garde, qui nous met sur la voie pour établir voilà ce que j'ai déjà dit et que vous avez compris, que l'hospitalité va plus loin que l'ouverture. Ce qui soulage énormément Tidjani, c'est le fait de pouvoir se retrouver avec les autres, de se voir offrir une ambiance rassurante. Et cette durée, comment elle devient effective par le commun qui se crée progressivement au moyen de l'attention conjointe à des récits portés par les demandeurs d'asile. Dans ce cas-là que je vous ai expliqué, le récit fait à tous de son expérience. Tidjani n'offre pas seulement un objet de connaissance qui devrait être approprié. Il n'offre pas seulement quelque chose de factuel sur l'expérience d'un migrant qui arrive à Lille. Plutôt à travers l'attention qu'il porte à son propre récit écrit dans la manière qu'il a de le prononcer, et à travers l'attention que les autres lui portent à lui en train de parler. Je cite Emmanuel Aloha, « Le phénomène de l'attention ouvre une scène intersubjective qui ne se ramène plus à l'économie de la propriété. » Mais si, voilà, donc elle ne se ramène plus à l'économie de la propriété, donc on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, et cette scène, finalement, nourrit le commun et lui permet de durer. Et pourquoi le commun, ici, dure ? Parce que c'est la qualité de son texte est reconnue. On lui reconnaît une qualité assez importante pour être versée au commun, ce qu'il est d'ailleurs fier de me signaler quelques semaines plus tard. La reconnaissance de la qualité de son texte implique que les membres du groupe font attention, littéralement, à lui, en l'écoutant, etc., ils le reconnaissent aussi lors des séances suivantes, lui reparle de son texte, l'implique dans des cours de français pour d'autres demandeurs d'asile, reconnaissant qu'il parle très bien français. En ce sens, voilà, on voit ici ce que j'ai dit de manière un peu vague tout à l'heure, c'est-à-dire que l'attention permet un mode d'hospitalité libéré en partie de la charge du lieu. Certes, on est dans cette attention qui se détache de l'économie de la propriété, etc. Mais cette libération est seulement partielle, puisqu'un lieu doit avoir des qualités minimales d'hospitalité, le calme, la propreté, etc., sont nécessaires à l'ouverture d'une attention conjointe. Et cette attention conjointe, je cite à nouveau Emmanuel Aloha, en fait, grâce à cette forme d'attention conjointe, dit-il, le lien commun ne se fait pas sur le mode d'un être l'un par l'autre, mais par l'être adonné à ce qui ne relève ni de l'autre ni du moi. Chacun se concentrant d'une manière différente sur le récit, je cite de nouveau Emmanuel Aloha, le faisceau intentionnel se courbe et se plie pour former un espace attentionnel partagé. Donc cette attention à l'entre l'un et l'autre permet d'accueillir les requêtes maladroites, mal adressées. Pour reprendre toujours cette idée de maladresse développée par Michel Vanny dans un très beau livre que j'avais pris ici, d'ailleurs, peu importe, mais que je montre parce qu'il n'est pas assez connu, et je trouve que c'est un très très bon livre, c'est L'adresse du politique de Michel Vanny, qui est publié en 2009 aux éditions du Cerf, et qui, moi je trouve que c'est un très bon livre et qui gagne à être connu. Donc voilà, je fais de la pub à Michel Vanny. Ouais, Donc voilà, porter attention au commun entre nous, ça engage à ne pas réagir trop normativement aux maladresses internes qui parcourent un système, mais plutôt à faire fructifier ces maladresses. Partant du commun de l'attention, la maladresse de l'autre, dans ses façons de s'adresser à moi, de répondre aux signes que je lui envoie, est interprétée à partir de la relation naissante puis se poursuivant, et pas comme caractérisant l'autre. La maladresse ne caractérise pas l'autre, elle permet de répondre à nouveau maladroitement, etc. Donc lorsque l'attention insiste sur le commun comme interattention, elle est véritablement un mode d'hospitalité qui permet à l'accueillant de prendre soin autant de lui que de l'autre.
Donc, mon idée avec ça, c'était quoi? C'était de dire si la gestion de l'attention des demandeurs d'asile est comprise dans le système d'accueil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils subissent des pathologies de l'attention. Hein, c'est ce que j'avais caractérisé dans ma thèse. J'avais expliqué que en fait, les demandeurs d'asile, par le temps d'attente, les difficultés d'habiter, etc., subissaient des pathologies de l'attention. Et donc, la gestion de l'attention des demandeurs d'asile, hein, faudrait faire attention, on pourrait presque devenir foucaldien, là. Cette gestion du gouvernement de l'attention des demandeurs d'asile est comprise dans un système d'accueil, et en fait une manifestation de l'inhospitalité des États, hein, d'accueil, et donc finalement une éthique de l'attention comme celle-là agit en réponse en développant un commun qui lutte en acte contre l'inhospitalité. Et bon, mais où s'établit le commun? Dans le voisinage. Pourquoi? D'une part, le voisinage permet le développement d'une intimité qui permet de prendre en compte ce dont je parlais tout à l'heure, l'impensé de la fatigue et du repos, qui est un impensé, en fait, des philosophies phénoménologiques et pragmatistes très largement. Parce que ce sont le pragmatisme, on est toujours dans l'action, etc. La phénoménologie, au bout d'un moment, on arrive toujours à un sens qui se fait, etc. Là, je renvoie à un très bel article de Marc Breviglieri sur ces problèmes du pragmatisme et de la phénoménologie, et aussi de toute une sociologie d'inspiration goffmanienne, hein, qui parle toujours des tactiques des gens, etc. Un très très bel article de 2008 qui s'appelle « Penser la dignité sans parler le langage de la capacité à agir ». Penser la dignité sans parler le langage de la capacité à agir. Et donc, c'est, à mon avis, en se saisissant du concept d'intimité, de l'intimité que permet le voisinage, qu'on peut prendre en compte cet impensé de la fatigue et du repos, hein, de beaucoup de ces philosophies. Et donc c'est aussi une conception de l'intimité qu'il faut avoir, une conception de l'intimité qui ne lie pas l'intimité à l'autonomie de manière trop directe. Souvent l'intimité est pensée comme une route vers l'autonomie. Directement. Alors, c'est le cas d'un certain nombre de travaux, notamment d'éthique du care, etc., qui ne sont pas toujours très clairs sur les apports propres de ces relations. Bon, je reviens à mes considérations sur l'immigration. C'est encore plus largement le cas, hein, sur des travaux assez pratiques qui portent sur les effets des régimes migratoires, hein, et qui tendent implicitement à considérer l'intimité comme le simple contraire d'une extimité imposée par les acteurs des dispositifs de contrôle. L'intimité serait le contraire d'une extimité. L'extimité, c'est le dévoilement de l'intimité, dans ces cas-là, obligé par les États. Devoir se raconter dans les moindres détails. Hein. Il y a aussi tout un tas d'exemples, c'est pour les couples binationaux, hein, avec l'État qui vient jeter l'œil dans votre couple, avec des agents qui peuvent aller jusqu'à vérifier si vous avez 2 brosses à dents dans le même gobelet, ou des choses comme ça, hein, pour vérifier cette matérialisation de la vie commune. Hein. Bon. Donc effectivement, on comprend que ces travaux mettent en avant l'extimité imposée, et voilà. Mais dit autrement, le problème c'est que l'intimité est rarement pensée comme un objet autonome. Hein. Il s'agit toujours, dans ces travaux, de reconquérir son intimité. On pourrait alors parler d'une lutte pour l'intimité comme on parle de lutte pour la reconnaissance. Hein, les modes d'action moralement satisfaisants se trouvent dans cette lutte sur le chemin vers l'autonomie. Et en fait, à la fin, c'est l'autonomie qui devient l'opérateur analytique principal. Et c'est l'autonomie, et c'est la subjectivation un peu grandiose, etc. C'est le même air de famille que je retrouve avec ce que je reprochais à Tassin. Ce très bel article, par parenthèse, si toutefois il y en a qui voudraient aller le lire, ce très bel article de Marc Breviglieri, dont il y a la version longue sur Academia en PDF, mais une version courte a été publiée dans un livre sur les luttes de la reconnaissance, et c'était en fait, voilà, il s'agissait pour lui
de critiquer Honnête, qui ne prend pas en fait assez en compte ce régime de l'engagement proximal, alors qu'il en fait pourtant grand cas avec ses considérations sur la relation entre le bébé et sa mère, etc. Et puis finalement, très vite, il bascule vers ces luttes, etc., pour la reconnaissance. Donc c'est pour ça que je dis qu'on pourrait parler d'une lutte pour l'intimité comme on parle de lutte pour la reconnaissance. Et du coup, on perd pour partie l'intimité en cours de route comme opérateur analytique. Le problème de ces approches, finalement, qui font grand cas de la subjectivation, etc., c'est que c'est déjà un individu témoignant d'un état d'humain accompli qui mobilise l'espace. On a déjà... voilà. Et cet espace qui est décrit de manière principalement oppressive est rarement décrit finalement dans ce qu'il offre de prise pour permettre au soi de se former petit à petit et de se maintenir. Donc la description empirique de l'intime tend ainsi à se focaliser sur des tactiques qui permettent sa conquête, et peu d'analystes s'attardent sur les interactions et les transactions du soi avec son environnement. Vous avez compris, maintenant je me répète un peu, j'essaie de finir d'ici moins de 10 minutes. Environnement qui comprend un espace, mais aussi des objets, des ambiances, et des personnes qui manipulent ces objets, perçoivent des ambiances et finalement habitent les lieux en présence ou en absence d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, etc. On habite aussi en absence d'une certaine manière. Quand même, bon, là j'ai pas le temps de développer, mais voilà. Donc l'intimité se trouve ainsi dans le réseau conceptuel de la familiarité qui permet de nouer la thématique de l'espace habité à celle de la présence d'autrui dans la proximité ou à distance, puisque, je cite Lévinas, l'intimité que déjà la familiarité suppose est une intimité avec quelqu'un. Très lévinassien. Cette articulation permet d'envisager, donc articulation entre espace habité et présence d'autrui, permet d'envisager la composition difficile de ces espaces ou de ces récits intimes comme des biens en soi qu'il s'agit, en socio-phénoménologue, de décrire finement pour comprendre à quel point l'expérience migratoire touche à la constitution profonde des personnes et l'échange. L'aise que permet l'intimité vient en quelque sorte concurrencer le primat accordé à l'autonomie. L'idée, c'est que l'espace. L'idée, c'est à travers ces descriptions de l'espace intime qui permet de sortir dans un voisinage, d'agir en commun, etc., permet de mettre en avant une perte d'un espace habité qui procurait, je cite de nouveau Marc Breviglieri, un certain ancrage phénoménal du corps nourri par une matrice d'expériences familières, un foyer d'émotions sécurisantes procuré dans l'intimité du chez-soi. Donc, tout ça a disparu. Et pour les personnes, finalement, c'est ces attachements intimes qui permettent de se définir autrement que comme membres d'une catégorie administrative qui sont à retrouver, et donc qu'il s'agit aussi de mettre en valeur. Et donc là, on retrouve, je dis, et finalement le voisinage, j'ai marqué ça dans ma note, là, après ça, et finalement le voisinage. Pourquoi et finalement ce voisinage ? Parce qu'on retombe là sur nos pieds de quelque chose, d'une posture davantage philosophique, donc d'une posture de mise en valeur. Qu'est-ce que faisait Tassin ? J'avais commencé là-dessus. Il mettait en valeur cet agir public, etc. Face à ça, l'idée, c'est de mettre en valeur l'intimité du voisinage pour pouvoir décrire des attachements intimes qui permettent de se définir autrement que comme membre d'une catégorie administrative. Donc pour terminer, finalement, en précisant le sens de ce voisinage, on peut aller voir, alors ça c'est ce que je ferai dans les mois à venir, avec le temps que me laissera le chômage. C'est ça qu'on dit souvent dans notre situation, c'est que voilà, être au chômage, ça laisse enfin le temps de travailler. C'est un peu un problème, mais bon. Comme ça, on peut aller voir du coup chez Woods, Robert Archer Woods, qui était un proche de Dewey il y a une centaine d'années, et qui dirigeait un social settlement à Boston. Et il faisait grand cas du quartier. Lui, il investissait les relations de voisinage et les sentiments de vicinité d'un sens politique.
qu'est-ce qu'il disait ? Je le cite, il disait « Les travailleurs de quartier savent que les personnes vivant dans le même voisinage et se réunissant à intervalles fréquents sont un facteur essentiel pour établir un sentiment de communauté réceptive et coopérative. » Donc réceptive est important, un sentiment de communauté réceptive, c'est une communauté ouverte à la maladresse, ouverte à des tentatives et coopérative. Voilà. Donc quel est l'argument de Woods pour mettre en avant cette importance du quartier ? Son argument, c'est qu'on retrouve in miniatura tous les problèmes économiques, raciaux, religieux, éducatifs, sanitaires d'une société. Un argument peut-être un peu daté pour celui-ci, mais en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il idéalise le quartier comme un milieu où vont se renforcer mutuellement des activités publiques de participation civique dans des cercles de voisinage. Avec une idée, il dit les bons voisins font les bons citoyens et réciproquement. Ça, c'était un peu un classique chez les pragmatistes de l'époque, développer un esprit de quartier. Il y a tout un truc tous les développements de Jane Addams, une des premières pragmatistes féministes qui avait un social settlement à Chicago. Bon, ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu daté, qu'on n'est pas obligé de reprendre complètement. En revanche, ce qu'on peut reprendre, c'est cette idée de développement de relations interpersonnelles avec des habitants de quartier afin de les engager dans des projets communs. Et ça, c'était le projet des social settlements. C'était, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces projets-là de social settlement. En gros, c'était d'établir des sortes de maisons, d'institutions dans des quartiers difficiles, voilà, avec tout un tas de problèmes, et où il y avait tout un tas d'intellectuels qui venaient parler. Il y avait aussi beaucoup d'agir en commun, faire ensemble du jardinage, faire ensemble du bricolage, prendre des cours, faire en commun. Et voilà, c'était vraiment l'idée de magnifier le quartier, de faire des enquêtes en commun. Et en fait, c'est aussi un peu une sorte de naissance du travail social. Et c'est sur ça que s'appuie aussi, et Dewey, par exemple, venait faire des conférences, Jane Addams, des choses comme ça, et c'est sur ça que Dewey s'appuie, notamment dans le public et ses problèmes, pour magnifier une sorte de communauté de voisins qui permettrait l'enquête publique, etc. Donc c'est un moment de l'histoire très important. Et donc c'est ça qu'on peut garder, réussir à collaborer, etc., à l'échelle d'un quartier, cette idée d'étape vers une socialisation de la démocratie. Mais non pas la démocratie, on va voter, etc. La démocratie au sens pragmatiste, c'est-à-dire, dit oui, la démocratie comme mode de vie. La démocratie comme mode de vie, donc c'est l'enquête en commun, et l'enquête en commun, c'est dans le faire en commun, constituer un public. Et voilà, avec les compléments que j'ai fait avant, constituer un public, donc être dans le public, etc., avec les compléments que j'ai fait avant, dans le voisinage, penser aussi à cette intimité, etc., dont les gens ont besoin pour faire public. On ne peut pas tout de suite demander aux gens de faire public. Et en fait, on retrouvait un peu ça quand même dans ces social settlements, où c'était aussi des lieux d'aide, des lieux d'assistance, etc., avec des travailleurs sociaux. Et alors, ce qui est marrant, et je finirai là-dessus, je prends 5 dernières minutes, c'est qu'on a Mead, un autre philosophe pragmatiste connu, qui nous parle de ces expérimentations aussi, et qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit ce qui enracine le settlement dans la communauté, c'est le fait que ces résidents y vivent, c'est leur port d'attache, leur base d'intervention, et le fait que ce soit leur port d'attache, leur base d'intervention, dit-il, je le cite, c'est ce qui empêche ou prévient son institutionnalisation, ce qui en fait un domaine dans lequel diverses institutions peuvent opérer sans se l'annexer comme une partie d'elles-mêmes. Cette nature du foyer des settlements rend également compte de leur très grande diversité. Il varie en fonction des caractères des résidents qui y sont domiciliés, et il n'existe pas de forme institutionnelle distincte qui leur donne une identité générale ou structurelle. Là où la vie du social settlement est authentique, toutes ces activités ont pour source le voisinage. Ça, je citais Mead. Donc là, encore une fois, il magnifie un peu le voisinage. On n'est pas obligé de tout reprendre. Toutes ces activités ont pour source le voisinage, etc. Bon, ça, c'est peut-être un peu grandiose. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est le fait que le voisinage
finalement empêche ou prévient le fait que les gens vivent dans un voisinage, port d'attache et base d'intervention, c'est important. Port d'attache, finalement, on retrouve cette idée d'intimité, de régime d'engagement proximal, hein, pour parler avec Laurent Thévenot, et base d'intervention, voilà, c'est aussi l'enquête en commun, là, très, très pragmatiste. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce fait que ces résidents y vivent, ça empêche ou prévient son institutionnalisation. Donc pour une politique de l'étranger, pour une politique de l'hospitalité, en fait, on pourrait mettre en avant non pas une institution d'accueil, hein, parce qu'il n'y a rien de plus inhospitalier que les institutions d'accueil, en vérité. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait des enquêtes très spécialisées sur les institutions d'accueil pour se rendre compte que c'est rarement très hospitalier. Hein. Mais en fait, voilà, diverses institutions opèrent au même endroit de manière maladroite, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, finalement. Le fait que ces institutions opèrent sur un territoire avec des gens qui habitent et qui enquêtent en commun, c'est ça qui empêche son institutionnalisation. Et en fait, c'est une politique qui passe sa vie à désinstitutionnaliser pour réussir à créer ce voisinage, finalement. Donc voisinage, voilà, je finis avec ça. Voisinage n'est donc pas institutionnalisation, mais une politique qui engage à se laisser ouvrir à la maladresse. Hein. Le voisinage permet de recharger les accus, permet de retrouver l'assurance intime de pouvoir se rendre capable. Et l'esprit du quartier, et c'est là où il faut un petit peu peut-être s'éloigner de Woods aussi, qui avec son sentiment de vicinité pouvait peut-être, en fait, on pourrait aussi le tourner vers une pensée un peu du sol, un peu idéologiquement chargée. Mais en fait, ce qu'il faut prendre, c'est cet esprit de quartier qui doit être transcendé par autre chose, et qui peut être transcendé par quoi ? Par des relations à un environnement, par le fait de faire en commun. Et faire en commun, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque des problèmes communs et à nouveau. Et on refait une enquête, et ça permet de sortir des ornières de sens qui se créent avec des réponses toujours identiques sinon. Donc la conséquence la plus importante du sentiment de voisinage, hein, est finalement que les relations des résidents avec leurs voisins, hein, dit Mead à nouveau, touchent à tous les aspects de la nature et de la conduite humaine. Les résidents, dit-il, ne doivent pas se spécialiser dans un seul aspect de l'humanité. Ils ne doivent pas considérer les personnes avec lesquelles ils sont en contact quotidien comme de simples cas. Voilà, donc, et ça, bon, là, j'avais un peu fait un petit passage sur Dewey, mais l'idée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est simplement que, voilà, Dewey, je cite juste Dewey, la citation est parlante, la démocratie doit commencer à la maison, et sa maison est la communauté des voisins. Et à partir de là, il fait ce qu'on connaît, le public et ses problèmes, etc. Donc, qu'on soit dans le cas d'une forte personnalisation de la relation, ou au contraire dans la manifestation de la volonté de ne pas créer du lien, dans l'inattention, etc., ce qui pose problème, c'est l'absence de garantie donnée par un milieu de vie, l'absence de prise, hein, au sens d'Isaac Joseph, de ce milieu de vie, qui mène à des relations qui sont souvent peu portantes. Et en fait, voilà, je m'étais proposé dans mon résumé là, de plus insister là-dessus. Finalement, je l'ai pas tellement fait, mais sur la portance que permet le voisinage. Et donc, je terminerai juste. J'ai plusieurs fois que je dis que je termine, mais là, je termine vraiment. Je terminerai juste en vous citant un bout des réflexions d'Emmanuel de Saint-Aubert sur la portance, parce que je suis fan d'Emmanuel de Saint-Aubert. Et je pense que c'est ce que permet le voisinage, finalement, une portance. Donc je cite Emmanuel de Saint-Aubert avec sa très belle langue. Hein. Quelqu'un nous porte, quelqu'un ou bien une communauté humaine, la famille, un groupe d'amis, la classe pour les élèves, un corps professionnel ou institutionnel, etc. Ou encore un élément. La terre, l'eau, l'air, le feu, le bois, le métal, la pierre, la montagne, le désert, l'océan. Dans la mesure où nous le vivons inconsciemment comme faisant corps et comme corps, quelqu'un, ou donc un corps commun ou encore un élément, nous prête la solidité, la consistance ou cohérence, la constance ou fidélité de telle dimension de son être, nous prête une ligne de cohésion de son existence spatio-temporelle, identitaire, relationnelle. Quelqu'un nous prête une dimension de solidité de son être, ou plutôt une dimension de solidité de son rapport à l'être, de son rapport solide à ce qui est solide, si bien qu'il nous prête en réalité une portance qu'il reçoit lui-même d'eux.
Et donc dans un milieu d'hospitalité, voilà, c'est ça, nous avons besoin d'être portés par une diversité de personnes et de choses et d'éléments, etc. Et le quartier, voilà, et le voisinage, c'est ce qui permet de nous porter. Et justement, je disais quartier, il ne faut pas comprendre voisinage, je terminerai là-dessus, comme nécessairement rattaché à un quartier particulier. L'idée, dans un sens pragmatique, c'est aussi de voir le voisinage comme une expérience, comme une expérimentation qui est rattachée à un lieu, un peu comme l'éthique de l'attention dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un lieu à partir de quel partir, une sorte de base, mais qui n'est pas complètement figée dans un lieu. Donc la politique du voisinage, finalement, émousse un petit peu l'éthique de l'attention. Mais ce qui est important, c'est de faire attention à ce qui est apporté, à ce qui institue notre situation commune. Et pour ça, il faut redonner son attention à l'environnement et aussi aux fabricateurs de voisinage que met en avant Waldenfels. Donc le voisinage, c'est ce qui permet de déployer des espaces de citoyenneté augmentés. Je cite une dernière fois Marc Breviglieri, vous aurez compris que je l'aimais bien. Ça permet de déployer des espaces de citoyenneté augmentés, contribuant à la formation du climat d'un milieu partagé habitable dont l'humain ne serait pas l'unique bénéficiaire et propriétaire. Autrement dit, il s'agirait de développer des espaces qui privilégient l'ouverture du voisinage et son mouvement d'ouverture-fermeture à un repli sur des lieux d'accueil standardisés, des lieux d'accueil qui ne laissent pas place à des nœuds étroits d'enracinement affectif. Voilà.